Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, on va commencer maintenant. Je m'appelle Claire et aujourd'hui, je vais faire de la présentation avec Marc Mention, qui est responsable de la conformité en matière de sécurité et des affaires réglementaires au sein de Fleet Complete. Et pour commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la série de webinaires du coin sécurité de Marc. Et aujourd'hui, nous allons parler de démystifier les règles de DCE au Canada. Et pendant ce webinaire, je vais faire des sondages. Et pour les personnes qui participent dans tous les sondages, vous allez avoir la chance de gagner une carte de Amazon de 25 dollars canadiens que vous allez recevoir après le webinaire. Alors, comme j'ai dit, il faut participer dans tous les sondages. Et les sondages aujourd'hui sont très importants parce que Marc fait partie de l'Alliance canadienne du camionnage. Alors, il va prendre ces données des sondages aujourd'hui et les partager avec cette alliance pour aider à faciliter le futur du camionnage au Canada. Alors, sans gaspiller plus de temps, je vais donner la parole à Marc maintenant. Oui, bon après-midi tout le monde. Marc Mention ici. Je suis le chef de sécurité de la conformité et des affaires réglementaires pour Fleet Complete. Je voudrais tout d'abord commencer à donner un petit peu de mon profil. Je suis ancien inspecteur avec le ministère des Transports ici en Ontario. Je suis considéré comme expert dans l'industrie avec plus de 25 ans. Je suis membre de plusieurs organismes réglementaires fédéraux, étatiques et provinciaux. J'ai plus de 14 000 suiveurs de LinkedIn et plus de 2 000 membres du groupe de discussion Transportation Safety Professionals. Donc, si vous voulez vous rejoindre à moi sur LinkedIn, je vais accepter votre invitation. J'ai aussi écrit 3 livres sur le transport de matières dangereuses ainsi que hazmat aux États-Unis, en anglais et en français, et c'est sur les heures de service. Je suis l'auteur de plusieurs blogs Ask the Expert que vous pouvez trouver à Fleet Complete. Je vais de plus en plus avoir les blogs traduits en français aussi. Donc, si vous cherchez de l'information, vous pouvez le trouver soit à Fleet Complete ou aussi à Big Road. J'ai aussi plusieurs vidéos sur YouTube. Merck Safety Corner, vous voyez le lien en bas. Je suis aussi un détenteur d'un permis de conduire complet et je peux conduire tous les types de véhicules commerciaux sur la route. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'informations à signaler. On a fait notre webinaire en anglais ce matin et puis on a fait 1 heure au complet. Même, je n'avais pas le temps de répondre à toutes les questions, mais si les questions ne sont pas répondues à ce moment, je vais les écrire et les postuler sur notre site web. Et aussi, je vais m'assurer que vous avez la réponse directe aussi. Donc, on va commencer avec une introduction. Je vais parler un petit peu de l'objectif de réglementation du DCE, les risques de fatigue et de collision pour la non-conformité avec le ELD, les normes techniques et la certification au Canada, parce que ça, c'est quelque chose de différent avec les États-Unis. Le plan de mise en œuvre du DCA au Canada. Pourquoi les droits acquis n'ont-ils pas été inclus dans la réglementation au Canada? Vous allez voir ça parce qu'aux États-Unis, il y a une période de droits acquis. Je vais faire l'explication de la demande et exception réglementaire au Canada. Je vais vous aider à gérer le dysfonctionnement du DCE. Nous allons regarder les dossiers du DCE à la route ou lors d'une vérification à l'installation. Je vais vous expliquer les types de documents à l'appui. Je vais faire en bref sur le DCA au Canada. Je vais ensuite regarder les choses qui sont similaires et différentes du mandat du Canada comparé avec les États-Unis. Je vais faire les chantiers du mandat du Canada, du DCA. Je vais aussi partager des liens utiles avec vous.
et je vais parvenir à une conclusion à la fin et puis ensuite, on va avoir une séance de questions et réponses pour le faire d'ici à 1 heure. Donc, on va commencer. Parfait. Merci, Marc. Et j'aimerais ajouter aussi qu'en haut de votre écran, vous avez une partie qui s'appelle Q et A. Et là-bas, vous pouvez mettre vos questions si vous avez des questions à demander à Marc. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un sondage qui est en train de se passer. Et si vous pouvez voter à la réponse qui vous appartient. Et je vais donner juste 1 ou 2 petites minutes pour laisser tout le monde voter. Merci Claire. Comme expliqué, c'est très important d'avoir ce feedback parce que je vais prendre ces informations-là pour partager avec Transport Canada. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à ces points, ça va grandement apprécier. Maintenant, je peux voir que 50% de tout le monde a voté. Et juste pour vous rappeler que si vous votez dans tous les sondages, vous avez une chance de gagner une carte avec de l'argent pour Amazon. Alors, j'encourage tout le monde de voter dans les sondages aujourd'hui. OK, parfait. Maintenant, je vais partager les résultats avec tout le monde. Alors, comme vous pouvez voir, les 2 réponses les plus populaires étaient journaux papier et je ne sais pas. Alors, très intéressant. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on va introduire le sujet. Le 13 juin 2019, le ministère de Transport, Marc Garneau, a annoncé la mise en œuvre d'un règlement DCE créé au Canada. J'étais en personne avec M. Garneau. Il était au bureau du Canadian Trucking Alliance ici à Toronto. Donc, d'ici jusqu'à le 12 juin 2021, tous les conducteurs de véhicules automobiles commerciaux qui sont actuellement tenus de tenir un journal de bord sur papier au Canada devront être titulaires d'un DCA certifié par un tierce parti. Ensuite, la nécessité du mandat du DCA. Le gouvernement du Canada a reconnu le fait que DCA était l'avenir. Transport Canada a reconnu les avantages de DCA et a appuyé un mandat qui a été harmonisé dans la mesure du possible avec la réglementation aux États-Unis. Vous allez voir au prochain, qu'est-ce que je vais parler, qu'il y a des différences. Le déploiement du DCA par les conducteurs de véhicules utilitaires augmentera la sécurité et la responsabilisation dans le secteur du camionnage au Canada. Aussi, le mandat du DCA des États-Unis a fait en sorte qu'il était très important que le Canada adopte également un mandat semblable. Étant donné que le mandat DCA aux États-Unis exigeait que les transporteurs domiciliés au Canada adoptent le mandat DCA lorsqu'ils exercent leurs activités sur le territoire américain, c'était logique pour le Canada d'avoir un mandat semblable. Aussi, le DCA Canada facilitera une concurrence équitable à l'intérieur des modes de transport entre les modes à travers le Canada. Je vais ensuite parler des risques de fatigue et de collision. À l'heure actuelle, les registres quotidiens au Canada peuvent être facilement falsifiés ou incomplets. Dans certains cas, ils sont dupliqués ou inexistants afin d'éviter de se conformer au règlement des heures de service. Vous allez voir des statistiques que j'ai trouvées ici. Ça vient des États-Unis et aussi au Canada. Pour commencer, il était souvent difficile pour le personnel de sécurité. Moi, anciennement, j'étais contrôleur routier. C'était très difficile de voir les cas de non-conformité. On voyait qu'il y a 25% des déclarations de culpabilité pour conduite avec
la faculté affaiblie ont été prononcées pour avoir dépassé le nombre maximal des heures de service et de travail. 11% étaient pour avoir exploité de nouveaux quotidiens en même temps ou pour avoir falsifié l'information contenue dans le journal quotidien. 48% ont été accusés d'avoir omis de tenir ou de produire une fiche journalière. Ces statistiques étaient de solides indicateurs avancés selon lesquels le conducteur dépassait le maximum des heures de service qui pourrait entraîner de la fatigue. Il y a 25% des conducteurs qui ont été interrogés dans les États-Unis sur une étude récemment. Ils ont admis d'omettre des heures travaillées dans le journalière, conduire au-delà de la limite journalière, prendre moins de temps que les heures de repos quotidiennes requises, travailler régulièrement plus longtemps qu'il était permis. Transport Canada a aussi estimé qu'il y a entre 5 et 10% des conducteurs qui dépassaient régulièrement les heures maximales. La fatigue était aussi associée à 15 à 20% des accidents du transport. Et les conducteurs qui ont commis des infractions quotidiennes au journal de bord étaient 2 à 3 fois plus susceptibles d'avoir un gros accident de camion que ceux qui étaient en conformité. Je vais ensuite parler des normes techniques et la certification parce que ceci est très différent avec les États-Unis. Il y a des spécifications minimales de performance et de conception pour le DCE basées sur les exigences techniques américaines, mais adaptées à la réglementation canadienne sur les heures de service. Chaque modèle du DCE devrait être certifié pour être utilisé par un transporteur routier. Le modèle DCE nécessite une certification par une tierce partie accréditée utilisant un logiciel conforme. Si vous avez fait du transport aux États-Unis, vous avez vu que le DCE ne se fait pas certifier par une tierce partie. Donc ça, c'est très différent au Canada. Merci Marc. Et avant qu'on fasse la prochaine sondage, je vois qu'il y a une question très importante qu'il faut qu'on réponde tout de suite. Normalement, on ne fait pas ça au milieu du présentation, mais Marc, est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi un DCE à tout le monde? Oui, le DCE, le DCE, c'est un dispositif de consignation électronique. C'est ça la terminologie pour le Canada. OK, merci Marc. Alors maintenant, on va faire le prochain sondage. Et celui-là, c'est par rapport à les normes techniques et certifications. Alors, vous pouvez répondre oui ou non si vous avez déjà consulté le web de FMCSA pour voir la liste des fournisseurs de dispositifs de consignement électronique. Et si vous n'êtes pas déjà allé, on va partager ce lien dans le courriel après ce webinaire. Merci tout le monde. Alors maintenant, vous pouvez voir les réponses. Et Marc, tu peux continuer. Merci. On voit qu'il y a 86% des personnes sur le webinaire qui n'ont pas été sur le site web. Donc, je vous encourage d'aller regarder ça parce que ça donne la liste de vendeurs de ELD. En continuant, on va regarder les critères d'acceptation. Ceux-ci sont énoncés dans la norme technique et dans la réglementation. Les DCE seront testés et certifiés au cours des 2 prochaines années. Les transporteurs routiers qui devront sélectionner, acquérir et installer les dispositifs DCE dans leurs véhicules utilitaires légers pour que les conducteurs puissent commencer à les utiliser. Seuls les DCE dont l'utilisation a été certifiée seront autorisés.
Encore une fois, ceci est très différent avec les États-Unis. Donc, les exigences, si vous êtes transporteur aux États-Unis et vous venez au Canada, il va falloir que votre DCA soit certifié pour être conforme ici au Canada. Juste que vous le savez, ce point-là. Les vendeurs du DCA devront aussi soumettre leurs appareils à un organisme de certifié afin de les tester pour vérifier leur conformité. Très différent, encore une fois, avec les États-Unis. Un numéro de certification sera attribué au fournisseur de services par la tierce partie et un dossier officiel de DCA dans chaque dispositif installé va être inclus pour assurer que les transporteurs routiers et les responsables de sécurité s'assurent que leur dispositif a été certifié. Donc, ce serait quelque chose, un autre document à présenter sur la route après le 12 juin 2021. Le processus d'accréditation des organismes de certification des modèles devrait prendre d'ici à 12 mois. Transport Canada tiendra à jour sur leur site web, aussi comme les États-Unis. Ce sera une liste des fournisseurs de services et les dispositifs qui peuvent être utilisés pour confirmer la certification. Transport Canada peut également suspendre non seulement les DCA, les fournisseurs, mais aussi annuler l'accréditation d'un organisme qui certifie les vendeurs. Vous allez signaler qu'un lien vers la fin de la documentation que je présente aujourd'hui va être fourni pour que vous ayez ces informations. Je vais ensuite parler de la prise en œuvre du DCA. Il va y avoir une période de 24 mois, donc le 12 juin 2021. Ça permet de disposer d'un temps de préparation suffisant pour la certification des DCA. Ça peut aussi permettre aux transporteurs routiers et aux conducteurs d'être entièrement conformes. Le processus de certification du DCA devrait prendre jusqu'à 12 mois. Parfait, merci Marc. Alors maintenant, on va continuer avec le prochain sondage. Alors le troisième sondage, c'est encore une question de oui ou non. Et c'est si vous pensez que la période de mise en œuvre progressive de 24 mois des DCA au Canada est raisonnable ou non. Et je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à cette question. Parfait. Alors, comme vous pouvez voir, la majorité de vous a dit oui, que cette période est raisonnable. Merci Claire. Donc, la plupart des véhicules utilitaires qui circulent au Canada sont déjà munis d'un DCA conforme aux normes américaines. Donc, la plupart des appareils nécessitent simplement une mise à niveau logiciel à distance et transparente via un logiciel en direct avec un impact minimal sur les opérations ou votre productivité. Cette période de mise en œuvre progressive va aussi s'aligner sur l'approche adoptée par les États-Unis. En ce qui concerne les provinces et les territoires, ils vont avoir encore plus de temps pour le faire. Ils veulent ce temps-là pour former le personnel de sécurité, élaborer des politiques d'application de la loi, envisager l'adoption de leur propre mandat de DCA pour les transporteurs routiers intraprovinciaux, puisque cette catégorie de transporteurs routiers ne figure pas actuellement dans les règles canadiennes en matière du DCE. Donc, je veux juste signaler que c'est une loi fédérale de Transport Canada. Maintenant, on va parler un petit peu de les droits acquis. Effectivement, il n'y aura aucune période de droits acquis de 2 ans pour les appareils d'enregistrement électronique. Encore une fois, si vous avez
transporter aux États-Unis, vous avez su qu'il y avait une période d'acquis de 2 ans. Transport Canada voulait s'aligner avec les dates des États-Unis, donc c'est pour cette raison-là. Et aussi, environ 86% des véhicules utilitaires légers sont déjà équipés d'un DCA qui conforme aux normes américaines. La plupart des fournisseurs de dispositifs DCA seront en mesure de mettre à niveau leurs appareils pour les rendre conformes aux modifications par le biais d'une mise à niveau logicielle gratuite et en utilisant un logiciel en direct sur le dispositif du DCA. Parfait. Alors maintenant, on va continuer avec le prochain sondage. Et encore, c'est une question de oui ou non. Et c'est si vous pensez que le mandat des décès canadiens aurait dû inclure une clause de droit acquis de 2 ans. Merci beaucoup tout le monde. Vous pouvez voir que tout le monde est d'accord avec ce que le gouvernement canadien a décidé de faire. Merci Claire. Nous allons continuer avec la période de droits acquis. Les transporteurs routiers auront besoin de peu de temps pour se conformer, tout en évitant le coût d'un appareil de remplacement. C'est vraiment ici le cas avec Big Road, notre solution canadienne et américaine. C'est très simple à faire le logiciel à date. Aussi, pendant la période de mise en œuvre, les fournisseurs comme Fleet Complete Big Road, nous concentrons nos efforts sur les transporteurs routiers qui n'ont pas d'appareil dans leur véhicule utilitaire légère à ce moment. Je vais ensuite parler des exceptions pour le transport routier car ils sont différents aux États-Unis qu'au Canada. Au Canada, les transporteurs routiers sous réglementation fédérale et leurs chauffeurs d'autobus et de camions qui ont actuellement de tenir un registre quotidien sur papier devront utiliser le DCE. Un véhicule commercial, ça inclut un camion, un tracteur, une remorque ou toute combinaison de ceux-ci qui a un poids total en charge supérieur à 4500 kg. Ou pour les transporteurs de passagers, les autobus conçus et construits de manière à pouvoir accueillir de plus de 10 personnes, y compris le conducteur. Par conséquent, les exceptions des heures de service existantes continueront à s'appliquer, y compris la réglementation sur le rayon de 160 km. Le conducteur conduit ou reçoit l'ordre du transport routier de conduire un véhicule particulier dans un rayon de 160 km autour de la gare d'attache. Le conducteur doit retourner à son terminal d'attache chaque jour pour commencer au moins 8 heures consécutives de repos. Et le transporteur routier tient des registres précis et lisibles indiquant pour chaque jour le cycle suivi par le conducteur et les heures de service et conserve ces registres et les pièces justificatives relatifs à ces registres pendant une période d'au moins 6 mois. Donc, c'est pour ça encore, quand je travaille avec des transporteurs, des clients ici à Big Road Fleet Complete, qui sont dans le rayon de 160 km, doivent quand même avoir des documents, des registres précis. Donc, il y a plusieurs transporteurs, même si le camionneur n'est pas obligé de montrer les documents sur la route à cause du 160 km, il tient le système Big Road parce que ça lui évite des problèmes dans le futur. Au Canada, il y a 4 exceptions très principales à l'utilisation d'un DCA pour les véhicules utilitaires. S'ils sont exploités en vertu d'un permis de conduire hors de service
les heures de service conformément au règlement par un administrateur du règlement, ça, ce serait Transport Canada. Si vous êtes exploité en vertu d'une exemption prévue par la loi, ça, c'est 160 km. Et la troisième, ça, c'est très nouveau. Si vous êtes sujet à des contrats de location pour une durée déterminée de 30 jours ou moins, celui-ci n'est pas inclus aux États-Unis en passant. Et finalement, un véhicule utilitaire fabriqué avant l'an 2000. On fait la comparaison avec les États-Unis. Leurs exceptions sont différentes. Vous avez premièrement les conducteurs qui travaillent dans un rayon de 100 000 aux États-Unis. Le transporteur doit quand même avoir des records précis. Aux États-Unis, les conducteurs qui sont tenus de conserver leurs documents par plus de 8 jours au cours d'une période de 30 jours. Donc, si le camionneur passe pour 9 jours, cette personne-là a besoin du DCE. Ce point-ci n'est pas inclus dans le régime canadien en passant. Aussi, les conducteurs effectuant une opération de remorquage, ceci n'est pas inclus dans la réglementation au Canada. Et finalement, aux États-Unis, les conducteurs de véhicules fabriqués avant l'année modèle 2000. Parfait. Et on va continuer avec le prochain sondage. Et notre question, c'est est-ce que Transport Canada aurait dû adopter toutes les exceptions américaines dans le mandat de la directive sur les véhicules hors d'usage des États-Unis? Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Comme vous pouvez voir, la plupart du monde ne sait pas, mais sinon la réponse est non. Merci beaucoup, Claire. On va regarder comment gérer les dysfonctionnements du DCA. Les conducteurs peuvent utiliser une fiche journalière en papier si leur DCA présente un dysfonctionnement. L'important avec ce point-là, c'est de s'assurer que le camionneur inclut des remarques dans la section du document en papier pour expliquer le fait que le DCA est présentement en dysfonctionnement. L'utilisation d'une fiche journalière en papier est limitée à un maximum de 14 jours ou au retour à la gare d'attache après le voyage actuellement prévu, si le voyage dure plus que 14 jours. Les DCA doivent être réparés ou remplacés et pleinement fonctionnels avant que le DCA ou le véhicule ne doivent pas s'envoyer pour un autre voyage. Le conducteur doit aussi aviser le transporteur routier lorsqu'un mauvais fonctionnement se produit et que le vendeur du DCA le répare ou le remplace aussi. Le transporteur routier doit tenir un registre de défectuosité, y compris quand c'est arrivé, la nature du dysfonctionnement, les mesures prises pour réparer ou remplacer le DCA. Ce registre doit être conservé pendant 6 mois à compter de la journée de la réparation ou du remplacement du DCA. Le registre peut faire l'objet d'une vérification par le responsable de la sécurité. Le dossier d'état de service du conducteur sera accessible au service de police routière au moyen d'un affichage ou d'une impression à partir du DCE. Maintenant, nous allons regarder les dossiers du DCA au bord de la route ou lors de la vérification d'installation. Le DCA peut être envoyé par un courriel à une adresse fournie par un responsable de la sécurité sur demande. Contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de transfert de données. Le E-Rod est le dépôt central pour réacheminer vers l'agent de sécurité. Donc, le fonctionnement est très différent.
Parfait, merci Marc. Alors, on va continuer avec les sondages et celui-là, c'est par rapport à si vous pensez que Transport Canada aurait dû adopter le transfert de données de l'e-rod des États-Unis à un dépôt central à la FMCSA ou le courriel à une adresse fournie par un responsable de la sécurité au Canada est-il un processus plus simple? Parfait, on a la majorité de tout le monde qui a voté. Alors, comme vous pouvez voir, c'est égal à toutes les réponses différentes. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Nous allons ensuite regarder au type de document à la pluie. Le conducteur doit faire parvenir toutes les pièces justificatives produites dans l'exercice de ses fonctions ou reçues ou préparées par le transporteur routier. Il s'agit notamment du dossier électronique sur la communication mobile entre le conducteur et un transporteur routier, le dossier de paie, les feuilles de règlement ou documents indiquant le paiement à un chauffeur, les documents émis par le gouvernement indiquant l'emplacement du véhicule commercial, les rapports reçus, dossiers ou d'autres documents relatifs au chargement. C'est vraiment ces documents-là que le vérificateur, j'ai fait ça dans ma carrière comme vérificateur, on regarde à ces documents-là pour s'assurer que les fiches journalières sont précises. Ceci aussi inclut les connaissements, les itinéraires, les horaires ou d'autres documents indiquant le point de départ et la destination de chaque voyage. Ceci inclut les rapports, les reçus, les dossiers ou d'autres documents relatifs à l'entretien, à la réparation, au conditionnement, au ravitaillement en carburant, à l'inspection ou à la location d'un véhicule utilitaire et les rapports, les registres d'expédition ou de voyage, les reçus ou autres documents indiquant la date, l'heure ou l'emplacement du véhicule utilitaire au cours d'un voyage, y compris les heures d'arrivée et le départ. Effectivement, au début d'une vérification à l'entreprise, le vérificateur va demander quelle sorte de documents, le type de documents d'appui est-ce que vous conservez, et tous ces documents-là doivent être disponibles au vérificateur sous demande. Ensuite, on va regarder certains faits en bref sur le DCS spécial au Canada. Effectivement, ça va normaliser le processus pour prévenir les erreurs, la falsification des journaux de bord et le harcèlement des conducteurs. Ceci est semblable au système aux États-Unis. Ça va adopter un bon nombre de dispositions du mandat américain qui est en vigueur depuis décembre 2017, avec quelques modifications qui sont propres au Canada. Ça ne va pas modifier les règlements sur les heures de service au Canada, seulement la façon dont les heures de conduite sont enregistrées et signalées. Encore une fois, si vous avez fait du travail aux États-Unis, vous allez bien savoir que présentement, le FMCSA aux États-Unis sont en train de faire des changements proposés aux heures de service. On n'est pas à ce point-là au Canada. Parfait, merci Marc. Alors maintenant, on a un autre sondage par rapport à l'information qu'on vient de partager avec vous. Et comme j'ai dit avant, on vous demande ces questions parce que Marc est un membre très actif de l'Alliance canadienne du camionnage et il fera part de vos commentaires au comité après d'avoir accumulé toutes les informations de notre webinaire aujourd'hui. Alors, merci beaucoup tout le monde autrefois pour votre participation.
Alors là, je vois qu'on a 40% des personnes qui ont déjà voté. Alors, on va laisser encore une autre 10-15 secondes pour la reste des personnes pour voter. Merci tout le monde. Alors là, vous pouvez voir toutes les réponses. Et la plupart de vous pensent que oui, le Transport Canada devrait modifier le règlement. Et aussi, en bas, vous avez dit que oui, toutes les réponses devraient être modifiées. Alors, toutes les différentes règles. D'accord, on va continuer. Il faudra remplacer les bûches de papier par une disposition conforme à la règlement qui se connecte directement au module de commande électronique du moteur. Les nouvelles exigences relatives aux dispositifs peuvent exiger que les dispositifs existants e-logging soient mis à jour ou remplacés avant la date de limite qui se trouve à être le 12 juin 2021. Maintenant, nous allons regarder les similitudes du mandat des États-Unis et au Canada. Les conducteurs de l'une ou l'autre juridiction trouveront plus facile de rester en conformité, quel que soit le côté de la frontière où ils se trouvent. On commence avec la collecte des données. Les données recueillies par le DCE dans le cadre des deux mandats sont les mêmes. Un DCE enregistre le temps de conduite, les heures moteurs, les kilomètres parcourus, l'emplacement et d'autres données. En ce qui concerne l'affichage des informations, pour les inspections routières, les documents généraux par le DCE sont un format standard qui doit être affiché selon les mandats du Canada et des États-Unis. Le contrôle du conducteur sur les entrées des heures de service. Dans le cadre des deux mandats, les conducteurs ont le contrôle sur les entrées des heures de service. Les gestionnaires de parc ne peuvent pas les modifier sans l'autorisation du conducteur. Documents à l'appui, j'en ai parlé, sont vraiment en 5 catégories distinctes. Les connaissements, les dossiers d'expédition, les reçus de dépenses, les dossiers électroniques sur la communication mobile et les registres de paye. Il y a aussi des différences et je veux les signaler entre les États-Unis et le Canada. Premièrement, le transfert de e-rods pour la journée même et les 7 jours précédents. Au Canada, ce n'est pas un transfer e-rods, c'est un PDF non modifiable pour la journée même et les 14 jours précédents. Source d'emplacement, les vendeurs de véhicules DCE doivent obtenir un emplacement pour divers événements tels que le transport personnel, le déménagement de cours de triage, le statut de service ou tout autre déménagement de véhicules non assignés. Les sources vont être différentes. Aux États-Unis, il y a un système selon le GNS. Au Canada, ce sera le gouvernement fédéral, Natural Resources Canada, qui vont donner les coordonnées de direction et les distances. Ce prochain point numéro 3, les différences dans le moyen de transport personnel, il y a beaucoup de différences ici. Effectivement, la réglementation dans ce cas ici au Canada est n'est pas aussi libre. Si vous avez fait du transport aux États-Unis, vous avez bien vu qu'ils ont changé les réglementations pour les moyens de transport personnel. Je vous ai inclus un lien ici aux États-Unis. Effectivement, il n'y a pas de limite sur le temps de transport personnel des chauffeurs, tandis que le chauffeur est relevé de responsabilité pour le véhicule et la cargaison. Au Canada, le maximum est limité à 75 km. Le véhicule doit être déchargé et non attelé. Lecture de compteur kilométrage
au début et à la fin de l'utilisation personnelle est donné. Donc, si vous avez des différences ici. Parfait. Alors, on va commencer notre prochain sondage. Et la question maintenant, c'est pensez-vous que Transport Canada devrait adopter les nouvelles règles sur les moyens de transport personnel qui ont été mises en œuvre aux États-Unis? Parfait. Alors, quasiment tout le monde a voté et la plupart des personnes ont voté oui. Ceci est un important point parce que vous avez des situations, on a vu aux États-Unis, j'ai travaillé beaucoup avec des transporteurs aux États. Effectivement, le camionneur a juste une limite de temps pour faire sa journée et des fois, il se fait retarder à l'emplacement et ça arrive des cas où est-ce que l'expéditeur dit que le transporteur ne peut pas rester sur leur terrain et puis ils ont plus d'heures pour camionner. Donc, c'est quelque chose que je vais partager avec Transport Canada dans le futur. Le prochain point, c'est l'enregistrement et la certification du DCE, très différent aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'auto-inscription et certification. Au Canada, ça va être l'enregistrement et certification du DCE d'une tierce partie. Le processus de certification devrait être terminé à la fin de 2021. Le processus d'accréditation des organismes de certification des modèles DCE devrait prendre d'ici à 12 mois. Parfait. Alors, ça, c'est le dernier sondage d'aujourd'hui. Alors, la dernière question, c'est pensez-vous que Transport Canada aurait dû adopter le modèle d'auto-certification des États-Unis où la certification et l'enregistrement par une partie tierce au Canada? Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Alors, vous pouvez voir que la majorité des personnes préfèrent l'enregistrement par une partie tierce. D'accord, on va regarder les exigences relatives aux documents routiers. Aux États-Unis, comme j'ai mentionné, c'est la période de 24 heures en cours et les 7 jours consécutifs précédents. Au Canada, c'est différent. C'est la journée même et les 14 jours consécutifs précédents. Maintenant, nous allons regarder les chantiers du mandat canadien du DCE. Comme je l'avais admis, il n'y a pas de droit acquis au Canada. Donc, il y avait une période de commentaires qui est terminée le deuxième trimestre de 2017. La date de publication dans le Gazette du Canada, c'était le 3 juin 2019. Et la date de conformité, c'est le 12 juin 2021, donc 2 ans après. Je voulais vous signaler des liens très utiles pour vous. Premièrement, la réglementation sur les heures du service des conducteurs. Deuxièmement, le Gazette partie numéro 1 qui se trouve le 16 décembre 2017. Ensuite, Gazette du Canada partie 2, c'est ceci, l'annonce du ministre Marc Garneau le 3 juin 2019. Finalement, les normes techniques pour les dispositifs d'enregistrement électronique du Canada. Donc, en conclusion, je voulais juste signaler que la règle du DCE du Canada n'impose pas de modification de la NDS aux règlements provinciaux et territoriaux pour les transporteurs intraprovinciaux qui ne quittent pas leur province ou territoire. Chaque province et territoire décidera s'il adoptera la totalité
ou une partie des normes du DCA du Canada dans sa réglementation et par quelle date? Restez, s'il vous plaît, à l'écoute pour toute mise à jour sur ce front. Maintenant, nous allons aller à la session de questions et réponses. Parfait, merci Marc. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions. Alors, je pense pas que Marc aurait le temps de répondre à toutes les questions maintenant. Mais les bonnes nouvelles, c'est que si on répond pas à votre question maintenant, on va répondre à votre question dans un blog dans le futur, où on va vous envoyer un courriel à votre adresse mail que vous avez utilisée pour vous enregistrer à joindre cette webinaire avec la réponse à votre question. Alors maintenant, je vais commencer avec la première question. Et c'est, en tant que transporteur routier, comment puis-je être certain qu'un dispositif de consignation électronique DCE est conforme à la norme canadienne? Marc, est-ce que tu veux répondre à ça? Oui, merci beaucoup pour la question. Transport Canada exige une certification des dispositifs DCE par un organisme indépendant et aura recours à une entité appropriée pour gérer ce rôle. Au Canada, le transporteur routier est donc responsable d'utiliser uniquement des appareils certifiés. Parfait, merci. Alors, le prochain question, c'est mon dispositif de conciliation électronique est déjà conforme à la réglementation des États-Unis concernant de tels dispositifs. Est-il également conforme à la norme canadienne pour les DCE? Oui, merci pour la question. La réponse est non. Les exigences spécifiées dans la norme canadienne pour les dispositifs DCE sont effectivement alignées sur celles de la réglementation américaine afin de permettre ces deux côtés de la frontière. Toutefois, la norme canadienne inclut des exigences additionnelles pour se conformer au règlement sur les heures de service en vigueur au Canada. Donc, les dispositifs de consignation DCE actuels nécessiteront donc une mise à jour logicielle et une certification par un organisme indépendant. Donc, si vous êtes transporteur américain et vous transportez au Canada, vous serez peut-être conforme aux États-Unis, mais sans la certification du parti tierce au Canada, vous serez non conforme au Canada. Merci, Marc. Alors, la prochaine question, c'est quelles informations sont automatiquement enregistrées par un DCE? Le DCE enregistre automatiquement les éléments de données suivantes: la date, l'heure, la localisation du véhicule, les heures du moteur, la distance parcourue par le véhicule, ainsi que les informations sur l'identification du conducteur, de l'utilisateur authentifié du véhicule et du transport routier. Parfait. Alors, la prochaine question que je vois, c'est quand les données de localisation du véhicule sont-elles enregistrées par un DCE? Merci pour la question. La localisation du DCE a des intervalles de 60 minutes lorsque le véhicule est en mouvement, lorsque le conducteur démarre et arrête le moteur, qu'il change d'activité ou de territoire d'opération et qu'il indique une utilisation du véhicule à des fins personnelles ou de déplacement dans la cour. Les données de localisation du véhicule ne sont pas cependant consignées pendant l'utilisation du véhicule à des fins personnelles. Donc, c'est très important de signaler ce point. Parfait. Alors, on a un peu de temps pour à peu près 5 ou 6 autres questions. Alors, on va continuer avec la liste qu'on a ici de vos questions. Et le prochain, c'est les informations sur la localisation du véhicule permettent-elles d'identifier une adresse précise? Merci pour la question. La réponse est non.
Les informations sur l'emplacement du véhicule ne sont pas suffisamment précises pour identifier une adresse. Pour chaque changement d'activité, le dispositif DCE doit convertir la position du véhicule saisie automatiquement sous forme de coordonnées de latitude et longitude en information de géolocalisation. Ceci indique la distance approximative et la direction par rapport à un lieu de référence qui correspond à un nom d'une ville, d'une municipalité, d'un village à proximité, ainsi que l'abréviation désignant la province ou le territoire. Donc, si le conducteur est dans un endroit qui n'est pas nommé, il va utiliser des distances approximatives. OK. Alors, la prochaine question que je vois est très importante. Et c'est à quel moment un DCE débute automatiquement l'enregistrement d'une activité de conduite? Ça, c'est une très bonne question. Le DCE va débuter automatiquement l'enregistrement d'une activité de conduite lorsque le véhicule se déplace à une vitesse supérieure de 8 km à l'heure. Aux États-Unis, c'est semblable, mais ils utilisent les milles, donc c'est 5 000 à l'heure aux États et c'est 8 km au Canada. Par conséquent, l'état de conduite ne peut pas être configuré à plus de 8 km de l'heure. Le véhicule est aussi considéré à l'arrêt une fois que sa vitesse est atteinte 0 km à l'heure et demeure immobile pendant 3 secondes consécutives. OK. Alors, le prochain, c'est un utilisateur peut-il modifier une période de conduite qui a été enregistrée par un DCE en une activité autre que de la conduite? Excellente question. Non. Un dispositif de consignement électronique DCE enregistre automatiquement tout le temps où un véhicule utilitaire est en mouvement, comme une période de conduite. De plus, ces périodes ne peuvent pas être modifiées ou changées pour une activité autre que la conduite. Très bonne question. Are we done? Parfait. Pour continuer, la prochaine question, c'est quelle procédure doit être suivie si le conducteur opère plusieurs véhicules et par conséquent plusieurs DCE compatibles sont utilisés pour consigner les registres électroniques d'un conducteur au sein des opérations d'un transporteur routier? Ça, c'est une question très longue. Oui, je suis d'accord avec ça. La réponse, c'est assez simple. Ça peut être compliqué aussi, mais si plusieurs dispositifs de DCE sont utilisés pour consigner les registres électroniques d'un conducteur dans le cadre des activités d'un transporteur routier, c'est le dernier dispositif du conducteur doit être utilisé et le DCE doit être en mesure de récupérer, de conserver et de produire sur demande un registre complet pour le conducteur pour la période de 24 heures et en cours et les 14 jours précédents. Donc, ceci termine notre webinaire. Je voulais vraiment prendre le temps pour vous remercier grandement pour participer et répondre à des questions de vote. Ça va beaucoup m'aider lorsque je rencontre avec Transport Canada et l'Alliance canadienne de transport. Vous allez voir, vous allez recevoir un courriel pour votre participation. Vous allez recevoir qu'est-ce qui ça a été produit aujourd'hui en termes de l'enregistrement du webinaire, aussi que la présentation. Je vais aussi inclure ces questions et réponses. Si jamais vous avez d'autres questions à me demander, vous pouvez tout simplement aller sur le site web Fleet Complete ou Big Road et vous avez juste à trouver Ask the Expert, vous cliquez sur le bouton Ask the Expert et je vais être dans une position pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour votre temps et ayez une journée sécuritaire et très reposante aussi ce soir. Merci. Bonjour.